Bonjour, bienvenue à l'émission Émergence. Je suis Sylvie Lapointe, l'animatrice de l'émission. Et à cette émission, on fait la lumière sur les gens qui partagent leur lumière. C'est donc leur talent, leur passion, leur conviction avec les gens qui les entourent et qui font une différence positive et qui osent peut-être justement vivre profondément qui ils sont. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gaïa You, quelqu'un que j'ai rencontré récemment cet hiver, je crois, que peut-être à l'automne, la première fois que je t'ai rencontrée. Bonjour Gaïa. Bonjour Sylvie. Première fois que je t'ai rencontrée, c'était au studio de justement Sylvie Beauregard qui a fait les décors ici. Exactement. Et tu faisais une petite conférence sur le la thème, vie. Le jour où j'ai fait confiance à la vie. Le jour où j'ai fait confiance à la vie. C'est tout ce que j'ai retenu, c'est comment tu utilisais le mot vie et comment tu as fait le parallèle avec Sylvie, un nom que j'ai jamais aimé, et le mot vie. Et j'ai commencé à apprivoiser mon nom à partir de ce soir-là. Tu as un parcours très, très coloré. Tu veux-tu en parler un petit peu? Explique-nous qui tu es. Alors, je pense que justement, tu m'avais demandé d'apporter des objets. 3 objets, puis on va peut-être commencer à partir de là. Alors, moi, je suis née dans une famille, j'ai eu la chance de naître dans une famille qui était déjà très ouverte sur la spiritualité, voilà, ma mère était versée, ma mère et mon père étaient tous les deux versés dans le bouddhisme, donc faisaient beaucoup de méditation, de yoga, puis faisait aussi du travail énergétique, même si ma mère travaillait pour l'ambassade de France, donc elle avait une job très, très straight, j'ai envie de dire, mais à côté de ça, elle avait plein de choses qu'elle développait. Puis moi, j'ai comme baigné là-dedans depuis la naissance. Et justement, là, j'ai apporté une photo de quand j'avais 8 ans, de moi en train de méditer sur la plage. Et quelle paix déjà tu émanes, hein, dans cette photo-là. C'est en Thaïlande? Ça, c'est aux Philippines. Aux Philippines, OK. C'est ça, parce que alors, tu es née en Thaïlande? Je suis née en Thaïlande. Ensuite, j'ai vécu aux Philippines jusqu'à 9 ans. Là, j'avais 8 ans. Et ensuite, on est parti en Australie, ensuite en Hollande, aux Pays-Bas. Puis ensuite, je suis allée en France pour mes études. Wow! Et tout ça grâce au travail de ma mère, qui travaillait pour l'ambassade. Oui. Et donc, voilà. Donc, moi, très tôt, en fait, j'étais vraiment dans tout ce qui était cette connexion vraiment profonde à moi-même à travers la méditation, à travers vraiment, tu sais, tout ce qui peut être vraiment comme sacré dans la vie, quelque chose qui va plus au-delà de ce qu'on est au quotidien, le petit moi. Déjà, à cet âge-là, en fait, pendant les récréations, je m'amusais à faire de l'écriture automatique dans les toilettes. Tu t'amusais à faire ça. On donne des gros cours pour vraiment inciter les gens à écouter leur cœur. Puis toi, tu t'amusais à faire ça. Mais déjà, hein? C'est ça. Mes amis étaient comme, viens jouer à la balle aux prisonniers avec nous. Non, moi, je vais faire de l'écriture automatique. Je vais faire de la méditation. Oui, c'est ça. Mais... Donc voilà, donc j'étais très connectée à ça. Puis après, justement, donc ça a juste continué. J'étais toujours parmi mes amies celle qui parlait aux esprits de la nature, qui voyaient les fées, je voyais aussi les auras, et j'avais beaucoup de capacités, comme finalement beaucoup d'enfants qui naissent avec des ouvertures extrasensorielles, mais vu que mes parents étaient là-dedans, au lieu de dire « mais non, n'importe quoi », ils avaient plutôt tendance à vouloir encourager « oui, ok, tu vois des choses, tu entends des choses, tu sens des choses », puis voilà, donc ça a fait de moi un être un peu différent, j'ai envie de dire, parce que dans les années 80, la spiritualité, tout ça, c'était pas comme aujourd'hui où on en parle un peu plus, où ça commence à sortir un peu, la méditation. Le yoga prend de plus en plus d'ampleur, voilà. Qui est une porte, dans le fond, pour parler de spiritualité, d'être dans le moment présent et tout ça. C'est ça, exactement. Tu as raison, mais dans le fond, j'ai envie de dire, non, tu n'étais pas un être différent, tu étais un être complet. Oui. Parce que moi, je cherche cette partie-là qui n'a jamais été vraiment présentée dans le contexte de mon enfance. Élevée par des parents très scientifiques et donc, je pense que je les sentais, ces choses-là, mais plutôt que de les accueillir, on me disait que non, je devais fermer la porte là-dessus. Exactement, comme beaucoup d'enfants, finalement. Et là, maintenant, j'ai 3 enfants, puis c'est merveilleux aussi de pouvoir les accompagner de cette manière-là. Puis je me rends compte, en fait, à quel point les enfants sont sensibles, sentent tellement de choses. Pas juste des choses de l'invisible, les esprits ou quoi, mais sentent les émotions, sentent les gens, sentent les situations, sentent ce qui se passe. Et puis voilà, de donner vraiment l'espace à ça, de valider l'enfant dans ce qu'il est en train de ressentir, de vivre, ça lui permet de développer ça davantage. Et ça fait que
nous, tu sais, adultes, quand on commence à toucher à ces choses-là, parfois on doute, on se dit, attends, mon intuition, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je me fais des histoires? Ouais, la logique me dit que... Voilà, mais quand on est enfant et qu'on peut développer ça tranquillement et que les adultes sont là pour le soutenir, bah, une fois que l'enfant devient adulte, bah, il a pleinement confiance en lui, il a pleinement confiance. Mais quel cadeau à lui faire, oui. Absolument, absolument. Tu as une deuxième photo. Celle-là est prise, tu me disais, en Australie. Oui, donc ça, c'est en Australie quand j'avais 16 ans. Et ça, c'était en fait pour mes 16 ans, je voulais devenir nonne. Alors, ma mère m'a dit, bon, on ne va pas aller en Birmanie, parce que je suis d'origine birmane. Et puis en Birmanie, dans le bouddhisme birman, on peut devenir nonne ou moine pour X temps, ça peut être quelques jours, quelques semaines, ou toute sa vie. C'est vraiment plus comme un rite qui nous permet de connecter à autre chose, de plus grand. Et donc finalement, ma mère m'a dit, est-ce que tu voudrais qu'on aille faire ça ailleurs qu'en Birmanie? J'ai dit oui. Et finalement, pendant une semaine, on est parti sur la barrière de corail en Australie. Et mon rituel a commencé avec la tonte de mes cheveux. Je les avais longs jusqu'au bas du dos. Comment tu as vécu ça? C'était vraiment, vraiment quelque chose. Oui, j'imagine. Surtout que j'avais pris le vœu du silence pour 5 jours après ça, parce que je voulais justement m'offrir une pleine expérience vraiment, vraiment intérieure et profonde. Donc voilà, j'étais en train de me faire raser la tête par ma mère au lever du jour. Et puis pour ta mère, ça n'a pas dû être évident non plus, hein? Oui, ma maman, elle me suit dans toutes mes affaires depuis le début. Là. C'était quelque chose pour elle. C'était très émouvant pour toutes les deux, vraiment. Oui. Et puis pour moi, c'était... voilà, à 16 ans, j'avais déjà cet intérêt pour ne pas me soucier de l'apparence, mon apparence. Parce que j'avais des amis à l'école qui m'avaient dit « Ah, tu vas être moche avec tes cheveux rasés. Puis quand on a 16 ans, ça peut être le genre de choses qui... Mais non, tu n'étais pas moche du tout. Et puis je me suis dit, c'est pas pour ça que je le fais anyway. Oui, non, je sais. Mais c'était vraiment une expérience. Mais non, quand on est belle en dedans, on est belle en dehors. C'est vrai, merci. Mais c'était finalement le premier rituel, un rituel de passage que je me suis concocté complètement toute seule et qui a été pour moi vraiment finalement un point de repère très important dans ma vie. Parce que c'est suite à ça qu'on est parti d'Australie, qu'on est parti en Hollande. Et ça a vraiment marqué pour moi le début de l'âge adulte, le moment où je sortais de l'innocence de l'enfance ou de l'adolescence, et vraiment où je prenais plus pleine responsabilité de ma personne, de ma place dans le monde. Puis, et voilà, ça avait été vraiment un rituel très, très puissant pour ça. Alors, tu as 16 ans, tu pars de l'Australie, tu t'en vas en Hollande. Tu dis, bon, je suis en train de faire un passage de un petit peu l'innocence de l'enfance, l'adolescence à l'âge adulte. Et ça t'amène où, ça? Bien, ça m'amène dans le début de ça. Et puis, en fait, ça m'amène à questionner qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Et là, j'avais toujours le rôle auprès de mes amies de celle qui écoute, de celle qui conseille, de celle qui est présente. Fait que un jour, après avoir accroché avec une amie au téléphone, ma mère elle me dit « Mais je ne sais pas pourquoi tu te poses la question, tu devrais être psychologue. » Et là, ça fait comme « ting !» Alors, ta mère savait ce que tu ne savais pas encore. Ouais, voilà, j'avais comme pas vraiment réalisé que ça existait, mais j'ai exploré ça. Puis donc, je suis devenue psychologue clinicienne. Je suis partie à Paris faire mes études là-bas pendant 6 ans. Et ça a été une période très... très intéressante pour moi parce que moi qui avais toujours vécu vraiment versée dans la spiritualité beaucoup, là j'arrivais dans le monde plus scientifique de la psychologie. Et là, beaucoup de choses que j'avais vécues, d'avoir entendu des choses, de voir des choses, d'entendre des choses qui ne sont pas là dans le monde visible, on va dire. Voilà, en psycho, on disait que ça c'était des gens pas tout à fait normaux, un peu psychotiques sur les bords, schizophrènes. Oui. Voilà. Alors, j'ai fait le même chemin que toi. Je ne suis pas psychologue, mais j'ai fait plusieurs années d'études en psychologie. Alors c'est le message qu'on nous donne. Exactement. Donc là, ça m'a Il faut être pareil comme tout le monde. Si tu n'es pas pareil comme tout le monde, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. C'est ça, c'est ça. Et puis si tu n'es pas pareil dans le sens que tu vois et que tu entends des choses qui ne sont pas dans le monde visible,
Ça va mal. Ça tourne pas rond dans la tête, oui. C'est ça. Mais toi, tu avais un autre vécu. J'avais un autre vécu, mais à ce moment-là, j'étais avec un amoureux qui était ultra cartésien et qui m'a mis dans la tête que tout ça, ça pouvait être le fruit de mon éducation et que c'était finalement pas si vrai que ça. Et ça m'a amené dans vraiment une remise en question profonde de ma vie, de mon vécu, de mon être. Puis, ce qui m'a en fait permis de mettre de côté ma spiritualité pendant quelques années. Et un jour, j'étais pas bien, et puis j'étais comme, oh, OK, je vais me tirer mes cartes de tarot, parce que je tirais le tarot depuis que j'avais 8 ans. Et là, je tire une carte qui me dit, attention, parce que vraiment, à t'éloigner de la spiritualité, tu vas te perdre. Et là, j'ai pleuré. Et puis là, ça a été donc pour moi le début d'un retour à moi-même. Mais parce que quand tu as lu ça, ça l'a vraiment résonné. Totalement. Oui, totalement. elle t'a dit, ah, ça c'est vrai. Totalement, parce que c'est ma vérité. Complètement, parce que pour moi, tout ce que je développais quand je méditais, c'était finalement de me connecter à ma guidance, à ma vérité intérieure. C'était comme me connecter à ma boussole intérieure, de savoir où est-ce que je suis, qui est-ce que je suis, et puis d'entendre aussi les messages que la vie peut m'offrir, mon intuition, tout ça. Puis comme j'avais coupé ça, c'était comme si j'avais plus, j'avais plus cette voix intérieure qui peut-être un navire à la dérive, l'image me vient. Oui, exactement, exactement. Et voilà qu'à travers ces cartes de tarot, la vie me disait, voilà, peut-être qu'il serait temps pour toi de revenir à cette connexion. Et c'est ironique parce que c'est un outil qui est plus spirituel, qui t'a ramené justement à cette spiritualité-là. Exactement. Alors, tu es psychologue. Je suis psychologue, enfin je deviens psychologue. Et puis, j'ai travaillé, je suis venue au Québec avec mon amoureux. Et là, j'ai travaillé pendant 5-6 ans. J'ai fait mon équivalence pour être psychologue ici au Québec. Et puis, à un moment donné, j'ai un premier enfant. Et la maternité m'ouvre sur quelque chose de nouveau. J'ai envie de nouveau de prendre un peu plus de temps, d'être moins dans le travail absolument. Puis j'ai envie de prendre soin de mon enfant. J'ai envie de prendre soin de ce moment très précieux qu'est la petite enfance. Et puis ensuite, j'ai mon deuxième enfant, ma fille. Et là, je décide d'arrêter de travailler en tant que psychologue pour me consacrer. C'est courageux. Ben oui, puis en même temps, dans mon bureau, je recevais principalement des adultes qui n'allaient pas super bien parce que justement, dans leurs enfances, il y avait eu des manquements. C'est ça. Et je me suis dit, je vais vraiment prendre soin de mes enfants parce que c'est juste quelques années sur toute une vie. Puis je pense que c'est tellement un moment crucial, fondamental dans la vie d'un être humain. Et j'avais envie que ce soit moi qui transmettais les valeurs et l'environnement plutôt que de les amener à la garderie ou peu importe. Et là, tu as pris une grosse décision et je vais vous garder en haleine parce que c'est la pause. Gaïa va nous dire ce qu'elle a fait après la naissance de sa fille. On revient à Émergence très bientôt. On est de retour avec Gaïa You et elle nous a gardé en haleine, ou plutôt je vous ai gardé en haleine parce qu'elle nous dit « OK, j'ai 2 enfants, je suis à Montréal, je suis psychologue et qu'est-ce que tu as fait? » Et là, je sens un appel à me remettre à voyager puisque ça faisait un moment que je n'avais pas voyagé. Puis, avec ma famille, on s'embarque dans un grand voyage. On part au Costa Rica, on vend notre appartement, on quitte nos jobs et puis on va s'installer au cœur de la jungle dans une petite ferme de permaculture. Et là, notre vie change complètement. J'imagine. Et là, ça a été vraiment pour moi, en fait, la première fois que toute ma spiritualité, qui avait vraiment beaucoup été vécue dans la méditation, dans la contemplation, je méditais tous les jours, plusieurs heures. Là, j'ai pu vivre ma spiritualité au quotidien en étant maman de mes enfants. En étant au contact de la terre, de cette jungle tellement puissante qu'est le Costa Rica. Et ça a été pour moi finalement une manière de...
j'ai envie de dire, d'ancrer ma spiritualité au quotidien. Comme si finalement la vie m'invitait à, parce que j'avais plus le temps avec 2 enfants, on était en voyage, j'avais plus le temps de m'asseoir plusieurs heures par jour sur mon coussin de méditation. Et la vie me disait, mais c'est au quotidien maintenant, c'est tous les jours, dans le mouvement, dans l'action, dans les pleurs, dans les couches, dans l'allaitement, dans tout ça là, que la spiritualité s'incarne, pas juste les petits moments de silence où je suis juste dans ma bulle. Et ça a été vraiment un parcours très, très riche au niveau de mon être. Très difficile à certains moments parce que voilà, je résistais contre ce qui était, je voulais que ce soit autrement. Puis, et voilà, toute la philosophie. Mais c'est pas la cause de la souffrance, c'est de résister ce qui est. Totalement, totalement. Et je suis très coupable de ça. De vouloir que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. On se donne tellement de mal là-dedans. C'est là qu'embarque la souffrance, vraiment. Parce que, bon, la douleur fait partie de la vie, mais j'ai l'impression que le degré de souffrance, c'est tellement lié à notre résistance. Oui, tout à fait. Le degré de souffrance est corrélé au degré de résistance. Absolument, absolument. Alors là, c'est ça, t'allaites, tu changes des couches, tu dis, mais non, c'est pas ça la spiritualité. C'est ça. Et pourtant, la vie me dit, mais si. Il n'y a pas de séparation, en fait, il n'y a pas de dichotomie. Dans cette vie-ci, ça sera pas, je ne vais pas méditer dans ma grotte, là. C'est vraiment ma spiritualité, je l'incarne au quotidien, en tant que maman, en tant que femme aussi, parce que, donc, d'être au Costa Rica, j'ai commencé, parce que sur cette ferme, il y avait une femme extraordinaire qui m'a initiée finalement à tout ce qui était le féminin sacré, le chamanisme, qui pour moi m'a comme ouvert une porte. C'était comme ce que je faisais depuis que j'étais enfant, mais là, j'avais un vocabulaire, j'avais une structure, j'avais quelqu'un qui me parlait de ça et c'était exactement ce que j'avais toujours fait. Et donc, ça m'a amenée à... le tambour. À ce tambour qui est un tambour que j'ai fabriqué moi-même avec un ami, Jacques. Et puis voilà, et ça a été pour moi le début d'une nouvelle ère de ma spiritualité qui est beaucoup plus ancrée dans la terre, dans les éléments, dans mon corps de femme. Voilà, c'est comme si je rejoignais la spiritualité céleste du ciel dans lequel j'avais été avec le bouddhisme, avec la méditation, venait s'incarner vraiment pleinement. Ou s'enraciner, qui est le mot qui me vient, oui. Exactement. Dans la terre. Dans la terre, et donc à travers mon corps aussi. Oui. Et donc voilà, ça a été tout un parcours qui m'a, à travers la maternité, puis le Costa Rica, puis après le Costa Rica, on est revenu au Québec. Oui. On a vécu là-bas pendant 6 mois, puis en revenant au Québec, on a acheté une terre ici en Outaouais, justement. Et puis sur cette terre, on accueille des gens, on accueille des groupes. Et justement, ce que j'aime offrir maintenant, c'est cette spiritualité qui, à la fois, nous connecte à ce qui est plus grand que soi, l'aspect divin, quelque chose qui transcende le petit moi, j'ai envie de dire, mais de manière très ancrée, de manière vraiment qui répond aux besoins de nous, femmes et hommes, du quotidien, dans notre monde moderne. La spiritualité, c'est plus juste pour des gens qui partent en Inde dans des ashrams. C'est tellement un message important parce que c'est vrai, puis c'est un message que je porte. Si je n'ai pas le temps de m'asseoir sur mon coussin, je n'ai pas le temps d'allumer mon encens, je ne suis pas spirituelle. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, quand je prends une marche en nature puis que je prends le temps de vraiment respirer, mais avec mon être, c'est spirituel. Absolument, parce que finalement, c'est quoi spirituel, ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste connecter à quelque chose qui est plus grand que soi, à une part subtile, à une part qui nous transcende et qui fait que, en se connectant à ça, on se sent relié au vivant. On se sent connecté à la vie. Alors, ça peut être de se sentir connecté aux arbres, à la nature, aux astres, mais aussi à cette entité, cette conscience plus grande que certains peuvent appeler le divin,
ou d'autres tout simplement appellent ça la vie, enfin, cette intelligence qui organise voilà, tout ce qui se passe. Puis c'est paradoxal parce que plus on apprivoise cette spiritualité-là, plus ça donne un sens à notre vie bien ordinaire du quotidien. Exactement. Ça nous enracine. Oui, exactement. Puis pour moi, cette spiritualité, c'est toujours ce qui a donné sens à ma vie. Sens dans le sens que c'est au-delà. Tout ce que je vis au quotidien, ça participe à un plus grand tout. Il y a un bigger picture, comme on dit. Et puis, ça me permet aussi, encore une fois, de venir me reconnecter à moi-même et à trouver ma place. Et quand on est dans cet espace, ça nous amène vraiment dans un état de paix, de joie, de bien-être, d'ouverture. On est bien avec soi, donc on est bien avec les autres. Puis je crois que c'est un remède qui peut faire beaucoup de bien aujourd'hui dans notre vie où on est tous très préoccupés dans nos petites bulles, très stressés, de plus en plus séparés les uns des autres, coupés même de nous-mêmes, on ne sait plus trop qui on est. Puis, et pour moi, ça... Je pense que c'est le mal de vivre de notre époque, ce que tu viens de décrire. Exactement. Cette déconnexion, mais à tellement de niveaux. Exactement. Oui. Et pour moi, ça permet de se reconnecter à soi. Soi étant aussi une part plus grande que le moi, le petit moi. Et quand on se reconnecte à ces espaces-là, c'est comme si on retrouvait notre place dans le grand tout. On n'est plus isolé dans nos vies ou voilà, dans notre petit train-train quotidien où on répète les choses constamment, à se demander même mais pourquoi je fais ça, est-ce que ça m'apporte de la joie? Pas vraiment. Pourquoi je le fais? Parce que je me suis pas vraiment posé. Parce qu'il faut. Oui. Voilà, et parce que je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que je pourrais faire autrement aussi. Et alors voilà, c'est ça le parcours. Et la vie t'amène encore d'autres changements. Tu as fait un voyage en Slovénie et là, tu as annoncé que tu retournes faire du travail à Montréal. Oui. Comment tu appelles ça? J'aime le titre que tu t'es donné. Accompagnatrice de l'être. Alors, comment tu es venue à décrire ça comme ça? Non, justement, j'aime pas trop les titres. Les titres, c'est ça. Je suis plus psychologue parce que justement, je veux plus travailler en psychothérapie de cette manière-là. Ce que j'aime faire maintenant, c'est vraiment un accompagnement global de la personne. Donc, quelque chose qui peut toucher justement à sa spiritualité, mais aussi à l'aspect physique, émotionnel, énergétique aussi, puisque ça fait maintenant 5 ans que je peaufine la pratique chamanique, donc finalement l'art de soigner les gens en faisant appel et en se reliant à l'invisible, pour le dire simplement. Et donc c'est ça. Donc maintenant, je suis en effet à Montréal. La vie m'a amenée là de manière totalement inattendue. Puis ça m'amène à sortir de ma forêt là, parce que ça fait 5 ans que je vis. Mais oui. Comment ça se passe? Parce que c'est récent quand même là, cette décision-là. Oui, ça se passe bien parce que encore une fois, pour moi, ça fait un moment que c'est plus vraiment. Comment dire, c'est plus moi dans le sens, c'est plus moi qui prends mes décisions dans le sens que je me fie toujours à mon ressenti, à mes élans, à ma guidance intérieure. Et puis, à un moment donné, ça s'est juste imposé, ok, tu sais, Gaïa, c'est le temps de sortir de la forêt, de retourner en ville et puis d'aller offrir tout ça, tout ce que je suis, tout le fruit de mon expérience, de l'offrir au monde. Parce que, comme je dis, moi, je suis vraiment là pour être au service de l'éveil du cœur et de la conscience des êtres. On est dans une période très excitante sur Terre où, à côté de tout le chaos qui prend place, il y a aussi l'émergence d'une nouvelle conscience, des gens qui s'ouvrent à autre chose, des gens qui se cherchent, qui se questionnent, qui veulent plus finalement. Et toi, tu es comme le Sherpa de ces gens-là. Il reste seulement qu'une minute. Quels sont les mots de la fin? Comment tu voudrais inviter les gens justement à suivre leur cœur et à peut-être choisir la vie, comme tu l'as dit? Moi, j'ai une phrase, c'est vraiment devenu mon mantra, c'est de suivre sa joie.
Je trouve que quand on suit sa joie, là, il y a la vie qui nous dit, tiens, viens là. Et puis quand on sent cette vibration si particulière de la joie, eh bien, voilà, il y a quelque chose de bon là-dedans. Alors parfois, ça peut nous faire peur, le chemin que cette joie nous amène. Et c'est drôle, hein, c'est paradoxal que de vivre la joie, ça nous fait peur. Ben, ça nous sort de notre zone de confiance et de confort et de ce qu'on connaît. Mais c'est justement pour nous amener à quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus beau, à une nouvelle version de nous-mêmes plus, plus rayonnante, plus lumineuse, plus joyeuse. Et donc, tu parles de cette guidance intérieure et tu offres de la guidance à tous ceux qui ont le plaisir de te connaître. Tu es une être lumineuse, rayonnante. Je me souviens du moment où je t'ai rencontrée, j'ai dit « Ah! » En extase presque. « Wow! Hein, cette femme-là, elle a des choses à nous apprendre. » Merci d'offrir tes talents et ta passion pour nous amener justement à notre joie. Merci beaucoup, Sylvie. Vraiment, merci à toi. C'est mon plaisir.